Voilà, normalement, l'enregistrement est parti. Donc, bienvenue à ce webinaire. On est déjà 19, donc on va démarrer maintenant. Alix s'excuse de ne pas être présente là. Elle a lancé le webinaire, elle ne pouvait pas rester après. Et elle vous remercie de s'être inscrit à ce webinaire et puis aux autres, évidemment. Alors, juste pour démarrer peut-être, dans les modes de fonctionnement, effectivement, pour ceux qui peuvent et pour qui c'est OK de mettre la caméra, c'est plus agréable. Pour moi, mais pour vous aussi. Même si une fois que je vais avoir lancé le partage d'écran, on ne se voit plus beaucoup, mais c'est déjà ça. N'hésitez pas à vous... Comment dirais-je, à prendre la parole et à me couper la parole pour pouvoir intervenir. Parce que quand il y aura le partage d'écran, entre le partage d'écran et d'ajouter les petits chats, souvent je peux ne pas voir les... Enfin voilà, je peux ne pas les voir. Donc hop, là d'ailleurs, je vais les mettre... Attendez, pardon. Voilà, je le mets quand même pour essayer de les voir au maximum. Mais du coup, n'hésitez pas quand vous avez une question... quand faire une remarque, enfin voilà, n'hésitez pas à me couper la parole. Donc à prendre vous remettez votre micro et en revanche, je vous invite à fermer votre micro sinon. Voilà, en termes d'organisation, on est ensemble jusqu'à 14 heures. L'idée, c'est de pouvoir vous laisser une bonne vingtaine de minutes de questions. Donc, en fait, moi, je vais vous présenter ce que j'ai prévu pour pouvoir parler de cette thématique de la gestion de conflits. Et puis, évidemment, vous pouvez donc me couper la parole et poser des questions en direct. Mais également, en fonction, de vous noter des questions et puis de regarder si on peut les traiter ensemble en fin de webinaire. Pas de souci pour ceux qui peuvent pas mettre leur caméra pour plusieurs raisons ou pour qui ça n'arrange pas de les mettre. Il y a aucun problème, hein. Sentez-vous libre, mais si vous pouvez, c'est vrai que c'est plus agréable. Alors, on va démarrer. Hop. Voilà, pardon, je partage mon écran. Alors, bon, j'ai fait ça sous une nouvelle forme. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait l'idéal. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je le mets comme ça. Et en revanche, j'ai plus vos commentaires. Donc, si quelqu'un a une suggestion à me faire pour que j'ai les petits commentaires, je ne sais pas comment on fait pour plus les avoir. Peut-être en quittant le mode plein écran pour toi et en affichant à droite le chat. Alors, hop. J'ai bien vos petites images. Non, c'était pas ça. Tu n'as pas en haut à droite sur afficher, quitter le mode plein écran? Ah, ça y est, je l'ai. Pardon. Merci. Hop, hop, hop. Et donc, du coup, la discussion, elle est là. Et je peux la mettre sur le côté. Et vous voyez à peu près en plein écran le document? Oui, globalement. Ouais. Je ne me rends pas bien compte de ce que vous voyez. Est-ce que c'est mieux quand je fais... Non, pas ça. Mais quand je fais ça. Ça change quelque chose ou pas? Oui, c'est beaucoup voit mieux. Bien là. Oui, Ah, c'est beaucoup mieux. OK. Ouais. Et c'est là où il faut que j'arrive à remettre... Excusez-moi, je fais ma petite... Et voilà. Et ben, je pense que j'ai à peu près tout. Ça y est, j'arrive à avoir mon chat. Alors, rapidement, moi, je suis une ancienne promo 98 et depuis un peu plus de 15 ans dans l'accompagnement.
dans l'accompagnement où j'ai commencé à la base par l'accompagnement professionnel, par le bilan de compétences et la haute placement. Et puis ensuite, je continue à me former chaque année quasiment à des outils, à des approches, à la posture de coach. Et puis, à pas mal d'outils de connaissance de soi, d'outils d'approche comme l'analyse transactionnelle, la PNL, la systémique, la CNV. Voilà. Ce qui m'a permis d'avancer dans ce métier de l'accompagnement. Et aujourd'hui, j'interviens en coaching individuel. Alors, que dans le monde professionnel. Donc, essentiellement, on va dire pour l'entreprise ou les collectivités locales. Donc, en coaching individuel pour des personnes qui veulent évoluer et grandir dans leur poste. En coaching d'équipe ou en cohésion d'équipe. Donc, en cohésion d'équipe, on va dire que c'est plutôt pour des équipes qui ne vont pas trop mal, mais qui veulent apprendre à mieux travailler ensemble, à mieux se connaître, pour mieux collaborer. Et en coaching d'équipe, souvent, c'est quand il y a une problématique, et cette problématique, elle est souvent relationnelle. En tout cas, dans les fois où j'interviens, moi. Et puis, après, j'interviens en formation, et puis toujours un petit peu en bilan de compétences et en outplacement. Alors, qu'est-ce que le conflit? Rapidement, dans la définition, conflit bien conflictus, donc tout ce qui est choc, lutte, combat. En général, dans cette notion, il y a une perte d'un des deux, d'accord? Ce que nous, on va appeler en conflit par rapport à nos sujets, hein, on est moins dans la perte d'un des deux, mais on va avoir une problématique entre deux personnes, deux groupes de personnes, et qui va entraîner des désaccords, des querelles, et puis en fonction de l'ampleur que ça va prendre, on va l'appeler conflit. En gros, on va dire que ça va être un désaccord qu'on n'arrive plus à concilier. D'accord? Donc, au départ, on va le voir, hein, il y a 3 phases, on va dire, pour que ça arrive au conflit. Et tout ce qui va être, qui va venir à une situation où on a la sensation qu'on est coincé et qu'on n'arrive plus à ce que ça fonctionne sans avoir une démarche active. Alors, savoir aussi qu'on a tous des conflits, enfin, évidemment, on a tous des conflits. Tous les jours, on peut avoir des conflits, hein, dans notre journée, même avec la boulangère avec qui on achète du pain. Elle peut être de mauvaise humeur et ça peut entraîner un conflit. La différence, c'est que le conflit, quand c'est avec des personnes avec qui on n'est pas en contact régulier, le conflit va vite s'arrêter et le temps va faire son travail et ça s'arrêtera là. Alors que dans l'entreprise, la difficulté, c'est que le temps ne va pas résoudre certains conflits. Et une des bonnes questions qui est à vous poser, c'est est-ce que c'est quelque chose sur lequel ça vaut le coup que je résolve la difficulté, ou est-ce que finalement, voilà, elle est ponctuelle, elle est temporaire et du coup, elle va pouvoir se résoudre plus ou moins toute seule sans prendre de l'ampleur. Rapidement, de savoir que, alors moi je parle essentiellement du conflit en entreprise. Évidemment, tout ce qu'on va dire dans la relation peut être dupliqué dans la relation personnelle, mais je vais prendre des exemples qui sont professionnels. Donc, le coût d'un conflit en entreprise, ça c'est un travail qui a été fait en 2021. A priori, le manager passe entre 20 à 30% de son temps à gérer des conflits. Et dans le lot, il y a des conflits pour lesquels il est concerné et d'autres pour lesquels il ne l'est pas. On passe en moyenne 3 heures par semaine à gérer des conflits. En sachant que, alors je ne sais pas là-dedans tout ce qui est compté, mais tout ce qui va être la charge mentale que ça engendre, hein, le fait d'y penser, d'y repenser, de se poser 15 fois la question et comment j'écris mon mail et comment je fais ça, et voilà, évidemment, en tout cas, prend du temps. Je ne sais pas si c'est compté dans les 3 heures, mais en tout cas, de bien voir qu'il y a la notion de le gérer et puis il y a toute la notion de le vivre. Hein, on passe beaucoup de temps à vivre des petits désaccords et à se poser des questions, et puis aussi en charge mentale. On considère qu'il y a au moins 50% des départs
d'une structure qui sont dues à des conflits qui se sont enlisés. Et on considère aussi que pour une entreprise, en gros, ça correspondrait à 1 mois de travail en termes de coûts. Donc, ça a quand même des impacts assez importants. Alors, on n'est pas le meilleur pays là-dessus, mais il y a des pays comme, entre autres, le Canada, où ils essayent quand même de travailler le conflit dès la maternelle, hein, de comprendre les mécanismes, de faire comprendre les mécanismes aux enfants et de trouver des solutions, soit pour ne pas y aller, hein, de prévenir, soit d'essayer de guérir. Donc, on va essayer de regarder ça, nous aussi. Alors, trois grandes phases. Il y a la phase de tension, qui sont du quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, on n'a pas tous la même définition du conflit, mais il y a quelques personnes qui vous diront qu'un conflit, c'est bon, c'est bien, ça leur va bien, ils aiment bien être en conflit. Souvent, ce n'est pas la définition qu'on va donner du conflit, on va considérer que le conflit est plutôt négatif. Mais les personnes qui vont considérer que c'est bien, c'est que c'est des personnes qui valorisent le désaccord. Ce qui est sûr, c'est que dans une équipe, dans un codir, le désaccord est sain. Et non seulement il est sain, mais il est nécessaire pour qu'il se passe des choses. C'est-à-dire qu'à la limite, une équipe où on s'entend trop bien, dans le sens où on est tous du même avis, dans ce sens-là, pas dans le sens où c'est pas positif du tout, c'est pas créatif et on perd en qualité de résultat. Donc, les tensions, elles sont normales. La difficulté, c'est comment je vais garder les tensions dans le sens opposition, différence, opposition de point de vue, les différences de solutions, enfin voilà, en richesse, et pour pas qu'elles passent, entre autres, à la phase d'après qui va être la crise, hein, qui est une sorte de crispation, donc souvent qui est due à la non-gestion de la tension, et qui elle-même, si elle n'est pas gérée, va tomber dans le conflit. Donc voilà, qui sont des crises qui n'ont pas été résolues, et on peut basculer rapidement dans des conflits, comment dirais-je, importants, sans s'en rendre compte, parce que le conflit n'est pas toujours ouvert. C'est-à-dire que je sens bien les choses, je sens bien qu'on est en conflit, mais ce n'est pas toujours visible et clair, parce qu'à la limite, quand c'est vraiment en conflit ouvert, en général, il se passe quelque chose. Alors là, je vous ai juste mis des petites infos. Ce document, je l'enverrai à Alix et elle pourra vous l'envoyer. En gros, dans les trois stades, ce qu'on voit, c'est que quand il y a une tension, en général, il y a des problématiques d'incompréhension, il peut y avoir un peu de désengagement dans l'échange. J'ai moins envie d'aller prendre un café avec mon collègue quand il y a une tension. Il va y avoir plus d'évitement, plus de silence, enfin voilà. On imagine tous des moments où on peut avoir un peu ça. Quand on passe à la crise, ça commence déjà à être plus dans la radicalisation de posture. Hein, on est plus radical, on est dans ce qu'on appelle la généralisation. C'était toujours comme ça ou c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça. Hein, même dans notre… donc, on va sortir de la tension en elle-même pour la généraliser. On va faire évidemment des amalgames. Et dans notre comportement, on va avoir un comportement qui est plus marqué, et on va tomber dans dans les attitudes de manipulation éventuelle, d'agressivité un peu plus, ou de fuite, enfin, ce qu'on va revoir tout à l'heure. Et enfin, quand on est vraiment dans la troisième phase, l'enlisement, le conflit, là, on est beaucoup plus dans un mal-être, d'accord. C'est vraiment la stade 2 qui a pris plus d'ampleur et qui s'est endurci, ou qui a pris de l'ampleur parce que ça a duré dans le temps. Alors, sans aller jusqu'au dernier qui est cité dans le petit tableau, conflits sociaux, débrayage et grève, qu'on peut connaître, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans le quotidien de nos métiers, on va se retrouver entre autres dans un stress relationnel, et ce qui va entraîner des problématiques pour nous, pour la qualité de travail, pour les autres de l'équipe.
Les grandes causes de conflit. Alors, évidemment, elles ne sont pas toutes répertoriées. Il y a effectivement les conflits de valeurs. On voit, on n'a pas alors, ce qu'on va mettre dans les conflits de valeurs, tout ce qui va être conflit générationnel, on va considérer que c'est des conflits de valeurs, d'accord? On ne voit pas la même chose sur, je ne sais pas moi, des personnes qui vont dire oui, quand on arrive quand l'horaire de démarrage c'est 9 heures, bah c'est 9 heures, c'est pas 9h15. Par exemple, ça peut être un conflit de valeurs. Alors souvent, c'est assez entremêlé, hein. On a essayé de les différencier, mais finalement, c'est assez entremêlé. Le conflit de pouvoir, hein, donc la problématique, c'est de trouver ma place. De pouvoir, c'est pas obligatoirement de prendre la place de l'autre, hein, on n'est pas obligatoirement là-dessus, mais entre autres, dans la notion de conflit de pouvoir, on a ce côté de comment moi je trouve ma place, quelle place j'ai, et l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas la reconnaissance que je devrais avoir et que je ne me sens pas bien à ma place. Voilà. Les conflits de personnalité, donc on ne fonctionne pas de la même manière et on ne se comprend pas. Donc là, si vous connaissez des outils du type MBTI, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le disque, enfin bon, il y en a plein d'autres, Herman, enfin voilà, des outils de connaissance de soi qui permettent de comprendre des modes de fonctionnement. C'est-à-dire que je ne suis pas… l'autre, en fait, m'agace et pourtant, il ne fait rien contre moi. Et il ne fait rien… Enfin, il n'y a pas de problématique de valeur, c'est juste qu'on ne fonctionne pas pareil, du coup, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Des conflits d'intérêts, hein, évidemment. Des conflits de rôle, dans le sens où mon rôle n'est pas bien défini, et donc du coup, je ne sais pas où je dois… Alors, ça va rejoindre les conflits de pouvoir, hein, mais je ne sais pas bien quelle est la place que je dois prendre, mes missions, voilà, ce n'est pas clair pour moi. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que ce qui va engendrer tout ça, en termes de causes concrètes, ça va être dans l'entreprise, mais on le retrouve aussi finalement dans le personnel, ça va être la mauvaise communication, ça va être le désordre, le manque de règles, tout ce qui est… oui, manque de règles, manque de cadre, les choses qui ne sont pas bien définies, donc ce qui va entraîner du désordre. On va avoir également tout ce qui peut amener à de la compétition indirectement. Donc, ça peut être source, je ne dis pas que c'est tout le temps source, hein, ça peut être source de… Et puis après, il va y avoir tout ce qui est personnel à chacun. Donc, mon manque de confiance en moi ou le manque de confiance que l'autre a en lui va jouer sur le conflit, peut être source de conflit, ou en tout cas va faire partie des accélérateurs du conflit. Dans l'entreprise, on va se retrouver avec des petites choses des règles qui ne sont pas bien définies, et parce que, par exemple, et parce que en plus de ça, moi, je vais pas être bien dans ma confiance en moi, je vais pas être bien dans mon estime de moi, je vais être sensible facilement sur tous ces sujets-là, hop, ça va en rajouter. D'accord? Donc, les causes, elles sont rarement toutes une. Hein. Et il y a rarement une chose qui est vraiment, enfin, un point qu'on peut identifier. Je ne sais pas si vous avez des conflits en tête, mais ce n'est pas toujours facile de se dire, tiens, à quoi c'est dû? Et est-ce un conflit de valeurs, de personnalité? C'est quand même assez mélangé. Après, vous avez dans les classifications, il y en a qui considèrent qu'il existe des conflits organisationnels et des conflits relationnels. Pour moi, tout est une problématique relationnelle qui peut être due à de l'organisationnel, hein, mais tout conflit a un lien avec du relationnel. On a tous on a normalement un avantage à traiter le conflit. Il y a des avantages personnels pour soi-même, pour que la relation soit plus agréable, pour
pour diminuer le stress, pour augmenter notre confiance en nous, pour diminuer le bien-être, la qualité de vie qu'on a au travail. Et on va avoir également des avantages professionnels parce que ça va permettre de travailler mieux, d'être plus constructif, d'augmenter la créativité, de trouver plus de solutions. Enfin voilà. Donc, dans l'absolu, évidemment, on a des avantages à régler le conflit et pourtant, on ne le fait pas toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans un conflit, on a deux acteurs. Alors, deux acteurs qui peuvent être plusieurs, enfin, deux pôles d'acteurs, on va dire, hein, parce que ça peut être un groupe, une équipe et son manager, par exemple. Ça peut être une équipe contre une autre équipe. Ça peut être 3 personnes dans une équipe contre 2 personnes dans une équipe. Enfin, on imagine bien. Mais il y a deux pôles d'acteurs. Il y a une relation entre ces personnes-là et il y a quelque chose qui est en jeu. Il y a des enjeux. S'il n'y a pas de relation, si vous croisez quelqu'un dans la rue et qui est sur l'autre trottoir et vous ne vous voyez même pas, enfin voilà, il n'y a pas de relation, il ne peut pas y avoir de conflit. Il y a un conflit à partir du moment où il y a une relation. Et plus la relation va avoir d'enjeux, plus le conflit peut partir vite. D'accord? C'est-à-dire que c'est parce que, si je prends l'exemple du voisin que vous croisez dans la rue, si vous ne le connaissez pas beaucoup, enfin, si vous ne le connaissez pas et que vous passez juste en vous croisant et qu'il est, j'en sais rien, moi, on va dire, à les conflits de valeurs, il est habillé n'importe comment par rapport à vos références, ben, vous allez avoir un avis, mais voilà, ça va s'arrêter là. Si c'est quelqu'un qui a un impact pour vous et qui est plus lié, donc la relation est beaucoup plus forte, par exemple, c'est votre enfance, et ça peut devenir conflictuel. Vous me dites si ce n'est pas clair dans ce que je dis, hein. Mais évidemment, donc pour résumer, c'est qu'on a bien deux pôles d'acteurs, une relation, et cette relation, plus elle va avoir d'impact sur moi et d'importance pour moi, et plus ça va jouer dans le conflit. Et puis, effectivement, des enjeux qui vont être liés à ma relation. Tout ça, globalement, on va partir dans un conflit ou dans une tension, ce n'est pas toujours des conflits, hein, parce que nos besoins ne vont pas être satisfaits. Donc, on va revenir après de façon un peu plus claire. Une chose importante, c'est que dans un conflit, dans une tension, dans un désaccord, il y a plusieurs pôles qui sont responsables, plusieurs personnes qui sont responsables. On est assez binaire souvent dans nos modes de réflexion, et on a l'impression que quand il y a deux personnes qui ne sont pas en accord, il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. En fait, c'est bien plus complexe que ça, et d'ailleurs, tant mieux. Mais on va avoir plusieurs responsables. Il y a déjà un contexte, une situation. En entreprise, on le voit, on va avoir des contextes qui vont être plus favorables, on va dire, au conflit que d'autres, comme la période de Covid, voilà, les tensions, les peurs qu'il y a pu y avoir, ça va engendrer un peu plus ça va être un contexte qui va être un espèce de terreau, on va dire, pour les conflits. On va avoir des moments tendus, l'équipe vit une période difficile, une réorganisation, voilà, ça va être un contexte. Ensuite, on a les acteurs. Donc, on a l'acteur A et l'acteur B qui peut être des groupes. Et puis, on a tous les autres membres qui sont autour du système. Je vous donne un exemple. J'accompagne une équipe où j'accompagne un binôme. Ils ont été nommés il y a 2 ans en codirection. Bon, le contexte fait que la codirection, ce n'est pas ce qui est le plus facile pour que ça se passe bien. Voilà, ça, on va dire que c'est le contexte. Les deux acteurs, A et B, ils sont co-directeurs. Aujourd'hui, ils sont en conflit ouvert. Donc, évidemment, ils ont une part dans le conflit. Le contexte a une part dans le conflit. Leur manager a une part parce qu'il s'avère que dans cette situation-là,
les règles n'ont pas été bien définies, le cadre n'a pas été bien mis. Donc, en fait, on ne sait pas très bien qui fait quoi. Les membres de l'équipe ont une part aussi, bien qu'ils souffrent de ce conflit, ils ont aussi une part parce que indirectement, ils vont, par exemple, il y en a certains qui se plaignent toujours à A de B. Donc, indirectement, ils vont engendrer un peu plus, ils vont contribuer à un peu plus de conflits. D'accord ? Et puis après, là, je ne vais pas dans tous les détails, mais voilà, il y a plein d'éléments, mais du coup, chacun, même si on a l'impression d'être passif, chacun a quand même une petite part dans ce conflit. Donc, c'est juste, quand je dis ça, ce n'est pas tant pour aller chercher le coupable, parce que ce qu'on dit en gestion de la relation, c'est que de trouver le coupable ne nous aide pas à trouver des solutions. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller pointer le coupable, mais l'idée, c'est plutôt de se dire, en fait, il y a plusieurs éléments, évidemment, avec des proportions de parts de responsabilité différentes. Mais donc, du coup, ça veut dire que tous ces éléments-là ont une part dans la construction de la solution. Et du coup, par exemple, on peut changer le contexte et ça va bouger le conflit. On peut changer l'acteur A ou l'acteur A va travailler sur certains, va améliorer des choses voilà, avec l'acteur B, et puis va faire sa part, et du coup, ça va mieux se passer. L'acteur B va faire sa part, ça va mieux se passer, mais aussi tous les autres membres vont faire leur part et ça va mieux se passer. Ce qui me semble hyper important à bien saisir là-dedans, c'est que du coup, quand vous avez une problématique conflictuelle, il suffit qu'il y ait un des responsables qui bouge pour que ça fasse bouger le système. Mais ça veut dire aussi que s'il n'y en a qu'un qui bouge, ce qui est rarement le cas, mais s'il n'y en a qu'un qui bouge et que rien d'autre ne bouge autour, ça ne va pas l'aider. Donc, comment chacun peut contribuer à la solution? Est-ce que par rapport à ça, ça vous paraît clair dans ce que je vous dis? Parce que pour moi, c'est une clé de compréhension de certains conflits et de pourquoi certains conflits perdurent alors qu'on a quand même changé des choses. Et pourquoi, du coup, dans notre manière de penser un peu binaire, si je suis l'acteur A et que j'ai l'impression que c'est moi qui fais tous les efforts et qu'il ne se passe rien, enfin, où j'ai la sensation qu'il ne se passe rien en tout cas, je vais lâcher, puis je vais dire, c'est bon, moi j'arrête. Donc, comment faire en sorte que tous les membres du conflit, au maximum, alors quand c'est un conflit qui est fort, parce que sinon on ne va pas aller obligatoirement là-dessus, mais puissent être acteurs dans ces solutions. Et comment aller solliciter en coaching d'équipe, par exemple, c'est quelque chose que si c'est l'équipe qui ne va pas bien, il faut quand même que le manager travaille aussi sur cette problématique et comment il va contribuer à ce que ça se passe mieux. Qu'est-ce que lui va changer dans son mode de fonctionnement? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'équipe pour que ça se passe mieux, même si c'est une problématique entre deux membres de son équipe? Donc, de bien être conscient que cette responsabilité, elle peut être aussi partagée, ce qui peut permettre aussi de prendre du recul quand vous sentez qu'il y a un conflit qui est lourd pour vous. Il n'y a évidemment pas que vous qui êtes responsable. En revanche, en le voyant de façon positive, ce qui est positif, c'est que tous ont une part d'action pour sortir de ce conflit. Alors, des petits exemples qui montrent bien ce côté, on va dire, systémique et ce qui me semble important là à vous dire, c'est que en fait, ce qui va engendrer des conflits, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la tension, la crise et le conflit. Donc là où on va commencer à être fort, c'est dans la crise. C'est une répétition des choses. Et en fait, c'est le fait de refaire de la même chose entraîne de la même chose. Je hurle parce que tu m'énerves, je m'énerve parce que tu hurles. Et c'est de bien comprendre qu'il y a une boucle comme ça qui se fait et que si je prends un autre exemple, j'ai un collaborateur avec qui on est un peu en conflit parce que ce qu'il fait, je trouve que c'est pas clean, c'est pas d'équerre, c'est pas cadré, c'est pas
Voilà. Et donc, du coup, comme c'est pas assez carré, eh bien, régulièrement, je reprends derrière lui et je contrôle tout ce qu'il fait. Plus je contrôle, plus ça, dans la relation, alors ça résout la problématique du carré, d'accord? Mais en tout cas, dans la relation, ça ne résout pas la problématique d'être dans une bonne relation et de donner envie à l'autre de devenir carré. Donc, dans les faits, ça résout le problème. Hein, c'est un peu, je fais le lacet de votre enfant à 3 ans, il essaye d'apprendre à faire le lacet, je lui fais le lacet, ça résout le problème, le lacet, il est fait. En revanche, ça ne résout pas le problème du fait qu'il n'a pas appris à le faire. Mais là, on est dans les mêmes choses. Et que souvent, on a ça, hein, on a ces espèces de patterns qui font que on refait un peu plus et on engendre et on continue dans cette problématique. Et c'est ce qui va engendrer, donc qui va faire qu'on va passer de la tension à la crise et au conflit. Donc, deux choses, c'est vraiment de comprendre ça. Et puis, bon, la petite phrase, hein, en finir avec la faute de l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas lui ou moi, mais on est bien sur lui et moi. Alors là, j'ai juste ramené aux deux acteurs, et c'est lui et moi dans un contexte, et aussi ne pas oublier que tous les autres ont une petite part. Alors, quels sont tout ce qui va venir attiser, faire grossir les difficultés, les désaccords en fait, hein, le fait de ne pas avoir les choses de la même manière. Déjà, on a cette problématique de ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui vont être des sources d'interprétation mauvaises. Alors, quand c'est dans le bon sens, évidemment, on ne le voit pas et ce n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des biais cognitifs, il y en a bien plus, mais ça, dans le quotidien, on va souvent le faire. La généralisation, c'est quoi? C'est le fait de partir d'un fait et de le généraliser à tout le temps. C'est ce qu'on va entendre quand les gens disent « Oh là là, faut pas faut pas m'enfermer dans une case », par exemple. Eh bien, c'est une généralisation que d'enfermer dans une case. Évidemment, notre cerveau, c'est un biais cognitif. Pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est sa manière de fonctionner et de réfléchir, d'accord? Il a besoin de mettre les choses dans les cases. Le problème, c'est quand il le met toujours dans la même case, voilà, quand il fait une généralisation. Voilà, ça s'apparente, du coup, je prends un ou deux exemples et ça s'apparente à une vérité. Par exemple, je vous donne des petits exemples. C'est toujours pareil. De toute façon, on ne m'écoute jamais en réunion. Ce n'est pas parce que c'est arrivé 3-4 fois et que moi, j'ai cette sensation-là que obligatoirement, c'est toujours vrai. Et le fait de le penser et éventuellement de le dire, je vais le générer. Autre chose, dans cette boîte, tout le monde m'en veut. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Tous les conflits sont des problèmes de communication. Voilà, ça, c'est des exemples de généralisation. La sélection, c'est un processus par lequel on va en fait retenir, puisque notre cerveau ne peut pas tout retenir, il va retenir quelques points. Il va retenir que certaines informations. Alors, par exemple, j'écoute quelqu'un et puis je me dis, tiens, ça serait préférable que vous, avec cette personne, on a un échange, je retiens que 2-3 choses. Je me dis, oui, ce serait préférable que vous demandiez votre mutation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir enlevé toutes les autres choses qu'il m'a dit et retenir que ça. Alors, il y a quelqu'un qui doit avoir son micro d'allumé. Oui, super, merci. Voilà, donc dans cette notion de sélection, j'ai sélectionné une ou deux choses et puis je vais rester là-dessus en fait. La distorsion, c'est le processus qui nous permet de transformer la réalité et pour la mettre à ma façon de voir. C'est-à-dire que je suis persuadée que, par exemple, mon voisin ne m'aime pas. Eh bien, quand il va dire quelque chose, je vais interpréter et je vais dire,
c'est évident. Ça confirme bien le fait qu'il ne m'aime pas parce qu'il m'a dit, il ne m'a même pas demandé s'il te plaît en me demandant quelque chose. Donc, c'est évident que ça veut dire qu'il ne m'aime pas, par exemple. Donc, je vais transformer. C'est-à-dire, je vais repérer, je vais sélectionner dans l'information les choses qui m'arrangent pour me dire que j'ai bien raison de penser ce que je pense. Alors, on fait tout ça par maman. L'idée, c'est juste d'en être conscient et de se dire, attention, est-ce que je ne rentre pas dans une généralisation? Est-ce que je ne rentre pas dans une sélection, une distorsion? Ou est-ce que l'autre, en tout cas, ne rentre pas là-dedans? Pourquoi? Parce que voilà, ça c'est le schéma de ce qui se passe dans notre tête, dans nos comportements en permanence. Il y a des faits. Ces faits-là vont entraîner une interprétation. Donc, petit rappel, interprétation qui peut être un peu biaisée par la généralisation, la sélection, la distorsion. Notre cerveau, il ne fait que ça, parce que notre cerveau, son job, c'est d'identifier ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est dangereux, pas dangereux, ce qui est positif, pas positif, ce qui vaut le coup, ce qui ne vaut pas le coup, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, en permanence, il prend des informations et il les interprète en rapprochant avec des choses qu'il connaît déjà. Et évidemment, notre interprétation est très marquée de notre culture, notre vécu, notre état d'esprit, notre personnalité, tout ça. Cette interprétation, elle va entraîner une émotion. Donc, on la regardera rapidement tout à l'heure, mais donc on a 4 émotions primaires. L'émotion de joie, l'émotion, on va dire, agréable, et puis trois émotions qui sont moins agréables dans les 4 émotions primaires, qui sont la colère, la peur et la tristesse. Donc, mon interprétation, elle va entraîner une émotion qui elle-même va entraîner un comportement. Je vous donne un exemple. Dans la codirection que j'accompagne, là, le binôme que j'accompagne en codirection qui est en conflit, il y a l'un des deux qui est plus jeune et qui, du coup, a moins d'expérience et qui se sent, je vous donne un peu le contexte, et qui se sent peut-être un peu moins à la hauteur. Voilà. En tout cas, à chaque fois qu'il discute avec son binôme, son co-directeur, qui lui est plus âgé et un petit peu plus d'expérience, son binôme a une manière de lui parler en fait, c'est quelqu'un qui parle de façon très directe. Donc ça va être les faits. D'accord? Il ne met pas de forme. Il n'est pas très souriant, il n'est pas très convivial. Donc voilà, c'est des faits. Et du coup, c'est interprété par l'acteur A, on va dire, comme étant dénigrant, dévalorisant, comme étant quelqu'un qui se sent supérieur. Évidemment, en termes d'émotions, on imagine bien qu'il y a des émotions qui vont tourner autour de la colère, l'agacement, l'énervement, qui vont tourner autour de la crainte, de la peur, d'accord, et puis aussi des émotions qui peuvent tourner autour de la tristesse, donc la déception, le fait d'être blessé. Voilà, on va être plus sur des registres de tristesse. Et ça va engendrer un comportement qui va, chez lui, en l'occurrence, là, si on prend cet exemple-là, va engendrer un comportement qui n'est pas un comportement d'ouverture. Donc, entre autres, par exemple, quand il part le soir, jamais il va dire au revoir à son binôme, d'accord? Parce que lui, il n'est déjà pas très à l'aise, voilà. Juste pour expliquer voilà, comment ça se passe et comment, du coup, parce que ça se passe comme ça, notre comportement va engendrer de nouveau des faits qui vont engendrer des interprétations. Ces interprétations, elles vont être, en plus de ça, elles vont prendre de plus en plus d'ampleur à cause de nos biais cognitifs. Et donc, du coup, petit à petit, on va s'enliser dans une relation plutôt conflictuelle. Donc, je redis juste, parce que c'est pareil, je trouve que c'est assez important de bien comprendre que ce schéma de fait, interprétation, émotion et comportement, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. Là, vous le faites, d'accord? Donc, par exemple, si les faits, c'est qu'il y a peu de caméras qui sont allumées. Mon interprétation, elle pourrait être de se dire, les gens, ils font autre chose à côté, ça ne les intéresse pas. Ou alors,
Ça pourrait être une interprétation de se dire les personnes qui regardent le webinaire sont intéressés, concentrés, ne veulent pas perdre leur connexion et donc du coup préfèrent ne pas mettre d'image. Enfin, voilà, il peut y avoir plein d'interprétations. Les interprétations, c'est tout ce qui me vient un peu à l'esprit. D'accord ? Et en fonction de mon interprétation, ça va engendrer une émotion. Donc, ce qui elle-même va engendrer un comportement, en sachant que mon émotion, je ne peux pas agir dessus. Je ne peux agir que sur mon comportement s'il n'est pas dans la réactivité. D'accord ? Donc, un collègue qui arrive, vous parle de façon pas agréable le matin, l'interprétation, c'est que il n'est pas content, ça se passe mal, je ne sais pas moi, il veut vous piquer votre job. Voilà. Émotion, peut-être que ça va être de la colère qui va se mettre en place, en plus des autres. Et donc, mon comportement, je vais devenir agressif, par exemple. D'accord ? Donc, l'idée, c'est je ne peux pas réagir, je ne peux pas jouer sur ce que je vais ressentir. En revanche, je peux jouer éventuellement sur mon comportement. Dans l'agressivité, je peux un peu jouer dessus. On a appris que, par exemple, on n'avait pas le droit de taper en entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est mon comportement sur lequel je vais jouer. Et ce qui va entraîner de nouveaux faits. En revanche, je peux jouer sur les faits, c'est-à-dire aller chercher d'autres faits, aller mieux comprendre les faits pour pouvoir avoir peut-être une interprétation différente ou en tout cas confirmation d'une interprétation au pire des cas. Donc, un collègue passe devant vous, il ne vous dit pas bonjour, ce sont les faits. L'interprétation, c'est qu'il fait la tête, qu'il n'est pas content, qu'il vous en veut. Émotion désagréable, éventuellement de colère ou de peur. Comportement, je ne vais surtout pas le voir lors du café parce que je n'ai pas du tout envie d'échanger avec lui, voire quand je vais aller lui demander un truc, je vais être un peu plus agressif et direct, ou alors justement à l'inverse, je ne vais pas y aller et ça va engendrer des faits. Si je vais et que je viens chercher de l'information par rapport aux faits en lui disant tiens, ce matin, tu es passé, tu ne m'as pas dit bonjour, peut-être qu'il va venir compléter les faits en disant excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Et donc, du coup, ça me permettra d'avoir une autre interprétation. Ou peut-être qu'il va dire, ah oui, effectivement, je suis un peu énervée ce matin, j'ai eu ça, je ne sais pas, moi, mon conjoint m'a gonflé, du coup, voilà, je n'étais pas dans le… Donc, vous allez avoir d'autres faits qui vont vous permettre de changer vos interprétations et donc, du coup, de changer les émotions. Ou éventuellement, et c'est possible, même si c'est assez rare que ça soit aussi clair que ça, en venant venir interroger les faits, il va vous dire, oui, effectivement, je suis fâchée, ce que tu m'as dit hier, ça m'a vraiment énervée, et du coup, ce matin, je ne me sentais pas de venir te dire bonjour. Alors, d'être aussi en transparence, c'est pas très courant, hein, mais ça peut arriver, et si ça l'est, c'est chouette. Parce que ça permet ensuite de rectifier, de comprendre les choses. Plus on va pouvoir se dire les choses, plus on va pouvoir agir dessus. Toujours dans cette problématique d'interprétation, en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'un conflit, il vient aussi sur un décalage entre une attente, une espérance, un souhait, un besoin non nourri, et une réalité ou une perception de ce qu'on vit. Dans une situation, une des difficultés, c'est que très souvent, on ne voit pas les choses de la même manière. Alors, c'est ce qu'on va dire en PNL, on va parler de carte du territoire qui n'est pas la même pour chacun. D'autres vont parler de lunettes. Là, l'idée de ce petit schéma, c'est de se dire que les deux regardent la même chose, exactement la même chose, et que s'ils le décrivaient, ils décriraient les mêmes traits, d'accord ? Et pourtant, ils ne voient pas la même chose. Et dans notre quotidien, c'est ça. On ne voit pas les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes choses. Et donc, du coup, si je cherche à avoir raison à tout prix, chacun va être sur la recherche d'avoir raison. J'ai raison, l'autre a tort. Et je vais te prouver que j'ai raison. Et évidemment, l'autre va faire la même chose. Et donc, on part là dans un conflit ouvert, dans un combat
qui n'a pas particulièrement d'intérêt. Ce qu'on dit en communication non violente, c'est que lâchez le avoir raison pour qu'il y ait un résultat. D'accord? Rosenberg, il disait avoir raison ou être heureux. Et dans la notion d'être heureux, c'était avoir une relation facile et agréable. D'accord? Une relation détendue, on va dire. Donc, si je m'accroche au fait d'avoir raison, ben, le risque, c'est que il ne va pas se passer grand-chose. Alors, ce n'est pas très facile parce que c'est notre ego qu'on prend un coup. Maintenant, de pouvoir passer de « Ok, toi, tu vois les choses comme ça, moi, je les vois comme ça », ou visiblement, on n'est pas tout à fait d'accord. L'idée, ce n'est pas qu'on cherche à savoir qui a raison. En revanche, notre objectif, c'est d'être constructif pour demain. Donc, on imagine que, je reprends l'exemple du collègue qui ne vous a pas dit bonjour, mais si, bien sûr, je t'ai dit bonjour. Ah ben non, tu ne m'as pas dit bonjour, mais si, je te dis bonjour. Ben, ok, aucun intérêt, ça devient stérile. La question n'est pas de savoir qui a raison. En revanche, c'est important pour moi que demain, on puisse se dire bonjour facilement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus? On verra deux outils qui sont tirés de la CNV pour pouvoir bien dire les choses. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que je sors du avoir raison, je ne cherche plus à comprendre les causes, à accuser, je ne cherche pas ça parce que ça n'a pas d'intérêt. En revanche, je vais sur du constructif, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe différemment? Alors, nos petites émotions là dont je vous parlais, voilà les 4 émotions. Globalement, comment derrière mes émotions, ce sont des besoins qui ne sont pas nourris. Comment je peux mieux comprendre le besoin qui n'est pas nourri quand je suis dans la colère, c'est un besoin en général d'être considéré. C'est-à-dire qu'en fait, la colère, elle va venir là parce que j'ai une frustration, parce qu'il y a des obstacles. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a des injustices, il y a des obstacles, il y a une frustration. Et donc, du coup, j'ai besoin d'être considérée. Alors après, c'est juste un mot pour résumer. Il y en a plein d'autres. On peut les définir bien différemment, les besoins. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ça pour soi et du coup de comprendre ça pour l'autre. C'est-à-dire que si l'autre est en colère, c'est qu'il a un besoin d'être considéré, d'être reconnu comme il faut, d'être respecté, voilà, il y a un obstacle qui passe pas. Donc, peut-être de mieux comprendre ça. Dans la joie, c'est un besoin de partager. Dans la tristesse, c'est un besoin d'être réconforté. J'ai besoin d'être entendu et qu'on comprenne que je puisse voir les choses comme ça et qu'on comprenne que je puisse être blessée et triste. Dans la peur, j'ai un besoin de sécurité. D'accord? Donc, j'ai besoin qu'on me rassure. Voilà, j'ai besoin qu'on me rassure. En gros. Alors évidemment, là, je vous donne les explications. Ce n'est pas aussi facile que ça dans le quotidien. Mais en tout cas, de vous dire que si vous êtes dans un conflit, d'essayer d'identifier quelles sont les émotions qui sont présentes pour vous et donc du coup, de quoi vous auriez besoin pour que ça se passe mieux. Donc, je reprends le petit schéma que je vous montrais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est en jeu? En fait, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. D'accord? Donc, par exemple, c'est les besoins qui peuvent être souvent sous-jacents dans les problématiques de conflit. On les a évoqués là. Autre chose qui me semble important à vous dire, c'est cette notion comment dirais-je? Là, j'essaie de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez. Ensuite, on va aller sur des petits outils pour pouvoir les déjouer, ces conflits, et puis voir ne pas rentrer dedans. Mais l'idée, c'est juste une petite cartographie de ces 3 points pour comprendre que dans ce qui se passe, il y a des faits, il y a un ressenti et il y a une opinion ou un avis. Si je me bats sur
Donc, les faits sont les faits. Alors après, je donne les faits que j'ai. On peut ne pas être d'accord sur les faits et l'idée, ce n'est pas de se battre sur les faits. D'accord? Ce qu'on a vu. Ce qui est important, ça va être de pouvoir voir ce que ça me fait. C'est-à-dire que dans l'absolu, si je reprends l'exemple de mes co-directeurs, là, où il y en a un qui parle de façon directe, comment dirais-je, sans forme, parfois avec des mots un peu violents, ça, ce sont les faits. Le ressenti, c'est que la personne, elle se sent dénigrée, elle se sent rabaissée, elle se sent oui, enfin, elle a la sensation que l'autre est plutôt condescendant, enfin voilà. Ça, c'est son ressenti. L'opinion, ça serait, dans le monde du travail, ça ne se fait pas. On n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. Alors, l'idée, c'est de bien différencier les trois, parce que dans la notion de conflit, pour pouvoir le gérer, une fois que vous aurez bien différencié les trois, il ne faudra pas aller sur l'opinion. Parce que si je vais sur l'opinion, je vais me confronter à des choses sur lesquelles je ne pourrais pas trouver de solution, puisque comment dirais-je, ça va dépendre des sujets et on va rentrer dans le combat de c'est mon avis et je ne vois pas pourquoi j'ai raison et on va tomber dans des argumentaires qui n'ont pas lieu d'être. L'idée, c'est les faits, voilà ce qui se passe et quand il se passe ça, moi, ça me fait ça. Comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux? Parce que de se dire que ça ne se fait pas dans le monde du travail, qu'on ne parle ou autre, qu'on ne parle pas aux gens comme ça, on a bien le droit de le penser. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des avis et des opinions. Vous avez tout à fait le droit. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas ça que je vais pouvoir amener à l'autre pour qu'il puisse se passer quelque chose. Parce que sinon, l'autre, il va se retrancher sur eh bien, si j'ai le droit, parce il va se sentir très accusé. Alors que si je reste sur des ressentis, je ne dis pas que ça sera agréable, mais ça va lui permettre de comprendre de comprendre, comment dirais-je, ce qui se joue et ce que ça entraîne, ce que ça a comme impact. Et on va sortir de j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est bien, c'est pas bien, en sachant qu'il y a plein de sujets où finalement, c'est pas si binaire que ça. Par exemple, vous avez, il y a, je sais pas moi, il y a une mission qui vous est donnée, le cadre n'est pas bien défini, et en tout cas pour vous, il n'y a pas suffisamment vous ne savez pas exactement avec quoi vous avez le droit d'agir. Le budget n'est pas clair, le timing n'est pas clair, voilà. Les faits, c'est que le timing n'est pas défini, que le budget a une part de flou. Le ressenti, c'est que ça vous met, je ne sais pas moi, en colère parce que ça vous met en colère, ça vous agace, ça vous énerve, et puis ça vous stresse parce que ça vous fait peur de ne pas pouvoir arriver à faire cette tâche. Si je vais voir mon responsable ou le responsable de celui qui a donné cette mission et que je lui dis ça ne se fait pas, c'est pas assez clair, il n'y a pas de cadre, ça ne va pas, lui va se sentir accusé et il peut tout à fait dire bah si, moi je ne vois pas où est le problème en fait. Pour moi, c'est très clair. Donc pour moi, il y a du cadre, pour moi, il y a ce qu'il faut. Et en gros, ma manière de réagir, ça va être comme moi j'ai été accusée, eh ben, je vais t'accuser toi et je vais considérer que eh ben, du coup, c'est toi qui es nul puisque tu n'es pas capable de faire avec ces règles-là, en gros. Et donc, du coup, on va rentrer évidemment dans un conflit. Alors que si je reste sur moi, le ressenti que j'ai, c'est que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour y arriver. Donc, je ramène à moi, parce qu'en fait, la problématique, c'est bien moi qui ai des besoins qui ne sont pas satisfaits et qui font que j'ai ce type d'émotion. Je n'ai pas d'éléments pour y arriver. Et de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un cadre plus clair, j'ai besoin de savoir quel est le budget exact, ou s'il n'est pas exact, quelle est la fourchette. Enfin bon, voilà, après, vous trouvez vos questions. Mais du coup, je ne vais pas être dans un combat et dans un reproche par rapport à l'autre. C'est déjà toute une démarche que déjà d'avoir cette démarche de réflexion pour soi-même. Et évidemment, ensuite, c'est une deuxième démarche que d'aller le dire. Hein. Mais du coup, voilà, de bien différencier ces trois et de se dire qu'à partir du moment où je suis sur ça se fait pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est n'importe quoi de faire comme ça, et voilà, à partir de ce moment-là, je ne suis pas constructif. Donc,
Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit par moment de se plaindre et d'avoir des opinions ou de se dire les choses. Hein, il n'y a pas de souci, évidemment, à soi-même de se dire oh là là, ça ne se fait pas. On a le droit d'avoir des avis. On a le droit de considérer que ça ne se fait pas. En revanche, pour qu'il se passe quelque chose, pour que je puisse aller le dire à l'autre, je ne vais pas parler de ça, mais je vais bien parler de ce dont moi j'ai besoin. Et je vais partir du coup de mon ressenti. Alors, 6 clés de réussite, on va dire, pour éviter, pour sortir du conflit. La première clé, c'est vraiment de vouloir soit éviter le conflit, soit en sortir. Et quand je dis ça, c'est que il faut savoir qu'on a toujours ce qu'on va appeler, nous, un bénéfice caché à rester dans le conflit. Alors, un bénéfice caché qui n'est pas obligatoirement si chouette que ça, hein, mais le fait de ne pas sortir du conflit me permet peut-être je ne sais pas moi, de garder ma place, de me préserver de, je ne sais pas, enfin bon voilà, on a toujours un petit bénéfice. Donc c'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'en sortir et est-ce que si vous gérez un conflit entre 2 personnes d'une équipe, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'en sortir et ça va être de les engager là-dessus. Hein, de les engager en leur disant c'est important qu'on sorte du conflit, donc on est d'accord que chacun doit être acteur là-dedans, donc il faut que vous ayez envie de sortir du conflit. Clé numéro 2, c'est de bien rester sur le fait que la relation, chacun, on est vraiment dans un respect inconditionnel de chacun et les 2 ont autant de valeur l'un que l'autre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, même s'il y a un rapport hiérarchique. Ça, ce n'est qu'un rapport organisationnel par rapport à des prises de décision et un mode de fonctionnement. Mais ce n'est pas parce que je suis le hiérarchique que j'ai plus de valeur que l'autre ou inversement, hein, en termes de valeur de personne. En revanche, parce que je suis le hiérarchique, ma décision aura peut-être plus de valeur. OK, parce que c'est la règle, éventuellement. Mais voilà, je n'ai pas en tant que personne plus de valeur que l'autre, ou l'autre n'a pas plus de valeur que moi. Sortir de l'illusion qu'on peut changer l'autre, ça c'est important, c'est-à-dire que je ne vais pas, si vous vous souvenez notre petit schéma avec les 2 acteurs et la relation, je suis responsable de moi-même, je suis responsable de ce que j'injecte dans la relation, d'accord, mais je ne peux pas être sûre de ce que va faire l'autre. Je ne peux pas imposer à l'autre son comportement. Donc, je ne peux pas, je peux pas le changer. Je ne peux pas non seulement lui imposer, il faut qu'il ait de la volonté, mais en plus de ça, je ne peux pas le changer, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il est. Si c'est quelqu'un de très direct, il restera direct. En revanche, l'idée, ce n'est pas de le changer dans l'absolu, c'est de lui faire prendre conscience que quand il est direct, c'est blessant et que du coup, peut-être qu'il peut faire attention à l'être moins. Mais c'est ce que je vais avoir injecté dans la relation qui va aider à faire bouger quelque chose chez lui. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que dans le conflit que j'ai, c'est à l'autre de changer, je ne vais pas y arriver. En revanche, c'est qu'est-ce que je pourrais faire qui peut l'aider à modifier son comportement, à modifier des choses. Et puis, évidemment, moi, ça modifie aussi le mien. 4e clé, c'est accepter le fait qu'on est tous différents et que, donc là, je reviens à nos distorsions, généralisations, enfin, toute l'interprétation, hein, le 6-9. Évidemment, on est tous très différents et donc on ne voit pas les choses de la même manière et c'est normal. Accepter de se remettre aussi en cause. Et puis, dernière clé, lâcher le avoir raison pour avoir du résultat. Nos rapports au conflit, nos manières de réagir, on va avoir 4 grandes manières de réagir. Dans nos rapports, on va avoir 4 grandes manières de réagir. Quand on est en conflit, en général, on a les 3 premières qui vont s'installer, c'est-à-dire la fuite ou la passivité, la manipulation ou l'agressivité. C'est des choses qui sont, qui sont quasi inconscientes, qui se mettent en place tout seuls. C'est-à-dire que l'homme de Cro-Magnon, quand il y avait un danger, soit il prenait la fuite, soit il manipulait, soit il rentrait dans l'agressivité pour gagner. Il y a un ours énorme qui arrive, je suis dans la fuite,
enfin, il y a un ours énorme qui arrive, pardon. Je sens que c'est pas gagné pour moi, je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. Je me dis que je ne vais jamais arriver à fuir et donc il vaut mieux que je fasse le mort, ça va être de la manipulation. Ou alors, je pense que je peux gagner et du coup, je vais rentrer dans l'agressivité et le combat. Voilà. Donc, en gros, c'est nos 3 manières en général de réagir quand il y a quelque chose qui vient nous titiller. Dans notre quotidien, on est plutôt sur un format, je l'ai mis un peu donc à côté, d'assertivité, c'est-à-dire qu'on est sur un rapport qu'on va appeler aussi gagnant-gagnant, où l'autre a autant de valeur que moi, j'ai confiance dans la relation qu'on a, et ça se passe bien, et donc du coup, voilà, c'est serein, on est dans la coopération, on est dans l'ouverture, voilà, ça va être l'assertivité. Quand je suis en rapport plutôt conflictuel, je vais être dans les 3 autres manières de réagir. Alors, 2 axes là, juste pour un peu mieux les comprendre, l'axe de l'écoute et puis l'axe de la franchise. D'accord? Évidemment, quand je suis dans une ouverture, dans une écoute et dans une franchise, je suis dans l'assertivité. D'accord? Ça, c'est le format vers lequel il faut tendre au maximum. Même quand on est en conflit, l'idée, ça va être de comment je vais pouvoir aller vers là. J'entends bien écoute, ouverture, respect et en même temps franchise. Donc, je dis ce que je pense. D'accord? C'est bien ces éléments-là qui vont nous permettre, dans le conflit, de sortir du conflit et d'être dans l'assertivité. Quand je suis dans l'agressivité, il se passe quoi? Je ne suis pas vraiment dans l'écoute. Je suis, entre guillemets, moi d'abord. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir pour sortir du conflit, j'ai l'impression que ma seule manière de sortir du conflit, c'est d'écraser l'autre. En gros, c'est ça. Ça va être l'agressivité. Donc, ça peut être plus ou moins violent, ça peut être… voilà. La fuite, je suis ni dans l'écoute, ni dans la franchise. Je dissimule tout, hein, je me remets en retrait. Ce qu'il faut voir, c'est que socialement parlant, l'agressivité n'est pas très bien vue dans nos mondes, d'accord? Bon, évidemment, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais la fuite, à la limite, est mieux vue et pourtant, elle fait autant de dégâts. Mais c'est plus souterrain, d'accord? Mais savoir que la fuite, elle fait autant de dégâts et elle ne permet pas de sortir d'un conflit. Alors, on est d'accord que là, je parle de conflit relationnel, hein, ce qu'on va retrouver dans les entreprises. Je ne parle pas d'un conflit où vous vous faites agresser dans la rue. Hein. Là, en fonction, il faudrait faire autre chose. On est bien d'accord. La manipulation, je suis dans l'écoute, mais en fait, je vais dissimuler les choses et je suis à moitié dans l'écoute, en fait, parce que je vais manipuler, hein, je vais me servir de mon écoute pour la ramener à mes propres besoins, pour sortir de la situation. Alors, les 3, hein, manipulation, fuite et agressivité, ont des avantages. Mais globalement, en entreprise ou dans la relation qui dure, on va considérer qu'aucune des 3 n'est positive. À partir du moment où vous avez quelque chose qui dure, c'est pas là-dessus qu'on doit aller. On doit être dans l'assertivité. Maintenant, on peut avoir des moments où, dans l'entreprise, être un peu dans la manipulation, pourquoi pas, ça nous permet de nous sortir d'une situation ou d'éviter de rentrer dans un truc plus violent. D'accord? D'être dans la fuite, ça va être pareil. Et d'être dans l'agressivité, ça peut permettre de cadrer un peu les choses. Et ça ne va pas engendrer quelque chose de plus compliqué derrière. D'accord? Donc, les attitudes peuvent être utilisées, mais l'idée, c'est de ne pas être là-dedans, en règle générale, dans le conflit. Et bien, dans la durée, surtout. Alors, un tout petit peu plus détaillé, face au conflit, voilà les comportements. Donc, j'ignore le conflit ou je fais semblant, donc c'est l'évitement. Je nie les faits. Hein, il y a des personnes qui nient, hein, voilà, ils sont dans la négation. Le fait de séduire ou de faire culpabiliser, ça va être de la manipulation. L'approche non violente qui va être plutôt de la collaboration, du compromis, mais on n'est pas complètement dans l'assertivité, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, je vais dans ce qu'on dit là, parce que tous ces rapports-là, ils sont pas positifs, on va dire, pas
C'est pas ceux qui nous permettent vraiment de sortir du conflit. Dans l'approche non violente et de chercher la collaboration, ça a du bien. Déjà, on se rapproche de l'assertivité, mais en général, c'est pas encore suffisant, on va dire. C'est comme ça. On va aussi avoir je m'accommode de la situation, donc c'est comme ça, puis ça va passer, puis de toute façon il va partir à la retraite dans 2 ans, donc voilà, je vais attendre, d'accord, on est dans la soumission, on peut être dans la violence, donc on va être dans l'agressivité, et on peut être carrément dans la démission, c'est-à-dire que je m'en vais, d'accord. Alors dans la démission, c'est la démission vraiment, comment dirais-je, en entreprise, je quitte mon poste, hein, je démissionne, mais ça peut être aussi je démissionne complètement de l'activité et puis je me mets à part, je me mets dans un cocon et voilà. Ce n'est pas obligatoirement la démission totale. Et donc, l'idée, c'est d'aller sur l'assertivité. Alors, comment mieux gérer nos conflits? Je vois que le temps avance, pardon. Première suggestion, prendre conscience de ce que nous, on peut générer dans ce conflit et identifier pour assumer sa part de responsabilité. Assumer, ça ne veut pas dire prendre sur soi toutes les choses, ça ne veut pas dire culpabiliser, ça veut dire, oui, je reconnais que là-dessus, en faisant ça, indirectement, je contribue au truc. Ça veut dire que je reconnais que, voilà, et je reconnais de façon adulte, de façon où j'assume mes responsabilités, mais c'est pas je me blâme et je me culpabilise. Dans ces cas-là, je n'assume pas mes responsabilités. Quand je me fouette, c'est pas positif parce que ça va pas me permettre d'être constructif. Quand je suis dans le fait d'assumer mes responsabilités, je dis pas que c'est agréable, mais quelque part, c'est une manière d'être adulte et puis de se dire bon voilà, ok, j'assume ça. Du coup, maintenant, comment je peux faire autrement? Ensuite, évidemment, ça va être de communiquer. Alors, voilà, communiquer. Et l'autre chose, on va voir rapidement comment dire les choses. Et l'autre chose, mais dans l'absolu, c'est de communiquer tout le temps, même avant qu'il y ait des conflits, quand il y a des mini-tensions. Ce qu'on dit, c'est de ne pas collectionner les timbres. Donc ça, c'est de l'analyse transactionnelle. On parle de la collection de timbres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une quantité de petites choses qui se passent et qui vont nous agacer, qui vont nous mettre sous tension. Alors, dans la journée, il y en a plein, ok. Quand c'est toujours avec la même personne, quand c'est toujours sur les mêmes types de sujets, il faut que je désamorce. Parce que sinon, ça va devenir un champ miné et il y a un jour où ça va exploser. Donc, je ne collectionne pas mes timbres et je désamorce. Ce qu'on dit, c'est que vous avez déjà entendu parler de tous ces livres de 21 jours pour arrêter de fumer, 21 jours pour je ne sais pas quoi, 21 jours, voilà. Mais en fait, c'est parce que dans notre cerveau, a priori, cette notion de 21 jours est assez impactante. Et si je laisse une petite tension s'envenimer plus de 21 jours, elle s'installe. Voilà. Donc, globalement, l'idée, c'est de pouvoir désamorcer au maximum les choses le plus rapidement possible pour ne pas rentrer dans quelque chose qui va devenir voilà, il ne m'a pas dit bonjour, ça m'agace, j'ai l'impression qu'il ne fait pas attention à moi. Et puis une fois, puis une autre fois, il y a un autre truc, et puis une fois, il y a un autre truc. Et puis ça, si je laisse passer 21 jours, je vais vraiment avoir cette sensation. Et à chaque fois qu'il va faire quelque chose, je vais avoir la sensation que de toute façon, je ne suis pas important pour l'autre, qu'il ne fait pas attention à moi, que voilà, qu'il ne me reconnaît pas, que voilà. Donc, essayez au maximum de déminer les choses le plus rapidement possible. Et évidemment, plus la relation se passe bien, plus c'est facile. Et plus je vais le faire, et plus la relation se passe bien. Donc, c'est bien un cercle vertueux dans lequel je rentre. Là, l'idée, c'est de comment je vais pouvoir dire les choses. Donc, quels sont les faits? Qu'est-ce que ça me fait? Donc, quel est mon ressenti? En quoi c'est un problème? Alors, ça va aider à trouver mon ressenti. La question qui est en dessous, c'est en quoi c'est un problème pour moi? Il passe pas il passe devant mon bureau, il ne me dit pas bonjour. Dans l'absolu, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Est-ce que ça se fait pas, je ne sais pas. En revanche, ce qui est embêtant, c'est que moi, ça me blesse. D'accord? Donc, en quoi c'est un problème pour moi? Qu'est-ce que ça vient générer? Et ça va m'aider à identifier un peu mon ressenti. Et ça va m'aider du coup à me dire de quoi j'aurais besoin pour que ça fonctionne bien. Alors, deux petits outils.
qui sont tirés de la CNV. Le premier qui est ce qu'on appelle l'OSBD, donc observation des faits. Je vais partir des faits, je vais identifier mon ressenti ou toutes les petites phrases qui se passent dans ma tête, enfin le nommer, identifier mon besoin et du coup formuler une demande à l'autre. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Vous avez deux collègues qui travaillent ensemble. Il y en a une qui fait régulièrement la tête et qui elle souffle tout le temps, ça va jamais, jamais contente. Enfin, voilà. Les faits, c'est qu'elle souffle. Les faits, c'est qu'elle n'est pas souriante. Ça, ce sont les faits, d'accord? Elle n'est jamais contente, c'est déjà une interprétation. Mon ressenti, qu'est-ce que ça me fait? Ce que ça me fait, c'est, moi, ça m'agace, ça me déçoit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ça m'inquiète parce que dans le sens où je me dis, encore une fois, je vais passer une mauvaise journée, voilà. Et de quoi j'aurais besoin? Donc, en quoi c'est un problème pour moi? En quoi c'est un problème pour moi? C'est que ça me plombe, c'est que ça m'atteint. Et donc, du coup, de quoi j'aurais besoin? J'aurais besoin d'avoir une personne qui exprime moins son mécontentement, ou en tout cas, j'aurais besoin peut-être de moins être en contact avec ça. En comprenant bien mon besoin, ça va me permettre aussi de voir que je peux agir dessus, soit en demandant à l'autre d'agir, soit moi-même en agissant toute seule. Et donc, du coup, je vais pouvoir formuler une demande à l'autre. Je vais, par exemple, aller voir ma collègue en lui disant, voilà, souvent le matin, quand j'arrive, tu souffles. Et c'est vrai que j'ai la sensation que tu souris pas beaucoup, que tu critiques telle chose et telle chose. Voilà, ça va être des faits. Tu regardes de façon... non, tu critiques les choses, parce que de regarder de façon négative, ça reste une perception. Moi, ce dont j'aurais besoin, et du coup, moi, ça m'atteint, ça me plombe aussi, ça me blesse, ça me déçoit, ça me met dans un état pas très agréable. Et du coup, moi, ce dont j'aurais besoin, c'est que on puisse peut-être partager autre chose que ça, ou alors que si tu as vraiment un problème, tu me demandes parce que peut-être que je peux t'aider et te rendre service. Voilà, je vous donne ce qui me vient à l'esprit, je ne l'ai pas particulièrement construit, mais donc du coup, ma demande, voilà, ce dont j'aurais besoin, la demande et le besoin, ils peuvent être très, très liés, hein, évidemment. Donc moi, ce que je te demande, alors ça peut être, moi, ce que je te propose, c'est de fermer ta porte pour que je te vois plus. Non, très agréable. Non, mais ce que je te propose, c'est que quand tu as quelque chose pour lequel c'est difficile, tu n'es pas content, peut-être de fermer ta porte. Ou alors, ce que je te propose, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, viens me le dire. Ou on va en parler à la personne concernée. Ou écris la critique. Enfin, après, on peut avoir plein de suggestions, plein de demandes différentes. Dans la même idée, le desk, c'est exactement la même idée. Mais là, ça va être pour faire une critique constructive, alors que l'autre, c'était pour faire une demande. D'accord? Je décris les faits, j'exprime mes ressentis, je cherche les besoins. Alors, dans le desk, il n'y a pas directement la notion de besoin, mais ça me semble vraiment important de pouvoir bien les identifier. Et ensuite, je vais pouvoir spécifier, solutionner, proposer des solutions à l'autre. Évidemment, je vais l'écouter et on va terminer sur des conséquences qui sont positives. Quand je ne sais pas, moi, par exemple, quand votre responsable vous donne souvent des trucs à faire le vendredi soir, un peu en dernière minute. En tout cas, c'est la sensation que vous en avez. Les faits, c'est que plusieurs fois, tu m'as donné des choses à faire le vendredi soir, à partir de 15h, le vendredi après-midi. Moi, ça m'agace, ça m'énerve. Alors après, vous voyez si vous allez jusqu'à dire toutes les émotions, hein, mais en tout cas, c'est intéressant de passer par l'étape.
ça m'agace, ça m'énerve, ça me met en stress parce que je vois la fin de journée qui arrive. Et le besoin que j'aurais, c'est d'avoir l'information plus en amont. Ou alors le besoin que j'aurais, ce serait de pouvoir avoir l'information, mais en n'ayant pas de pression par rapport au timing. Donc, ça veut dire que je peux le prendre le lundi. Je ne suis pas obligée de le traiter le vendredi. Et donc, du coup, ce que je te demande, si tu es d'accord, c'est de pouvoir me donner les informations en amont, ou c'est que tu fasses ça et que moi je fasse ça. Enfin voilà, et après, vous trouvez des solutions. Et du coup, ça permettra, moi, d'être moins sous stress le vendredi et de ne pas partir en étant agacée, énervée, et de ne pas partir avec cette pression qui ne me permet pas, du coup, de bien finir ma journée, par exemple. Alors, je continue juste rapidement. Comment réagir face à l'agressivité de l'autre? J'entends, quand on dit j'accueille, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir une attitude au maximum ouverte. J'écoute l'autre. En fait, plus l'autre va pouvoir exprimer ce qui le gonfle, ce qui l'énerve, plus ça va s'apaiser. D'accord? De toute façon, s'il est énervé, il faut que ça sorte. C'est la seule manière de pouvoir. Et souvenez-vous, quand je suis dans l'agressivité, la colère, c'est parce que je suis dans la colère. Si je suis dans la colère, c'est que j'ai besoin d'être reconnue, d'être entendue. J'ai besoin, c'est parce qu'il y a des frustrations. Donc, plus je vais être entendue, ça ne veut pas dire être d'accord. Hein. Comprendre les choses, ça ne veut pas dire être d'accord, mais plus je vais être entendue, plus ça va pouvoir apaiser. Ensuite, éventuellement, j'identifie son ressenti, d'accord? Je me rends compte que, d'accord? Pour mieux comprendre son besoin, je vais essayer de poser des questions pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière, identifier sa problématique réelle, ce qui n'est pas toujours le cas, et comme ça, après, pouvoir proposer des solutions. Alors, bon, dans les attitudes, parce qu'évidemment, mon attitude d'ouverture, elle va avoir un impact rapidement. Donc, ça, vous les retrouverez. Il y a plein de choses dans la communication, donc on va plutôt aller sur la suite. Vous les retrouverez dans le PowerPoint. Dernière chose que je voulais vraiment vous faire, deux choses vous faire partager par rapport à la médiation, c'est-à-dire que si dans votre équipe, vous avez deux personnes pour qui ça ne va pas, où vous pensez qu'il est bon de faire une médiation. Alors, c'est un grand mot, ce n'est pas une médiation officielle, mais si vous pensez qu'il est important de pouvoir faire la médiation, avec une petite parenthèse, c'est que parfois, il peut ne pas y avoir besoin de s'en mêler. D'accord? Parfois, ce n'est pas une médiation qu'il faut, c'est juste un tout petit recadrage parce que c'est une problématique de cadre, justement, de règles, voilà. Donc, vous allez juste entendre chacun, rester au maximum neutre, accepter que si vous êtes le manager, il y a une petite part qui va venir de vous et c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du truc. Et donc, du coup, de pouvoir rectifier et éventuellement remettre un tout petit peu les choses en place. Il n'y a pas toujours besoin qu'il y ait une médiation, vraiment un temps avec les deux. S'il y a besoin de médiation, ce qui est important, c'est de rester neutre. Sinon, ce n'est pas vous qui faites la médiation. Le médiateur, il ne peut pas, même sans aller jusqu'à la médiation, médiation coaching, mais le médiateur, il ne peut pas prendre parti, ça ne va pas. Donc, si vous prenez parti, faites-le faire par quelqu'un d'autre. Première étape, je vais récupérer les faits, comprendre les ressentis et les besoins. Souvent, il y a une étape individuelle, puis une étape à deux. En tout cas, s'il y a vraiment une problématique importante, c'est important qu'il y ait un temps à deux où vous allez faire exprimer à chacun ce qu'il vous aura dit éventuellement en individuel, avec l'accord, mais c'est en gros, voilà comment A voit les choses, voilà comment B voit les choses. Voilà comment A ressent les choses, voilà comment B ressent les choses. Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour sortir de ça? D'accord? Qu'est-ce que toi, A, tu es d'accord pour faire, pour qu'il se passe quelque chose et que ça aille vers du mieux? Et qu'est-ce que toi, B, par rapport à tout ce que tu as entendu, tu es d'accord pour faire, qu'est-ce que tu t'engages à faire?
Donc là, vous allez pouvoir proposer des solutions. Et ce qui va être important, c'est de pouvoir suivre les engagements qui vont avoir été faits par la suite. Une bonne question à vous poser, évidemment, si vous êtes le manager, c'est comment moi, je vais contribuer à la réussite de cette médiation. Donc, vous avez ce qu'on disait tout à l'heure, une petite part, une toute petite part, elle n'est pas grosse, mais, ou une plus grosse, elle est plus ou moins grosse d'ailleurs, pardon, mais c'est important de pouvoir comment dirais-je, de pouvoir l'entendre et l'apprendre. Et ne le prenez pas contre vous, mais c'est juste normal que pendant ce temps-là, il y en ait un ou l'autre qui vous reproche des choses. Donc, l'idée, c'est pas dans le reproche, c'est de dire, bah, OK, qu'est-ce qui a compliqué les choses? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Voilà, et d'accepter d'entendre que bah, peut-être que le fait que vous ayez accepté de faire ça comme ça, bah, ça a engendré telle et telle difficulté. Et toute dernière chose, qui sont un peu un résumé aussi de ce qu'on s'est dit déjà, mais pour les éviter, faites en sorte qu'il y ait des règles et de remettre des règles. Et les règles, elles sont là pour être ajustées s'il y a besoin. Voilà. Quand il n'y a pas de règles, quand il y a du flou, quand il y a des règles implicites, ça entraîne des désaccords importants. De bien définir les choses pour que le flou ne s'installe pas, hein, que les choses soient claires, qu'on dise clairement les choses. Plus vous direz les choses clairement avec les uns et les autres, moins il y aura de sources de conflit. C'est de prendre des décisions, parce que dans le monde, entre autres, du travail, si les choses n'avancent pas, ça peut être vite une source de conflit. Et ce qu'on a dit, c'est échanger, communiquer, contribuer à faire exprimer. C'est-à-dire qu'avec une équipe, l'idée, c'est comment j'instaure des temps d'échange entre nous, comment j'instaure des temps de communication, comment j'instaure des temps en individuel et en groupe, et comment je vais régulièrement, en fait, à l'affût, et comment je vais poser des questions aux uns et aux autres pour savoir comment ils vont. Alors, comment ils vont, c'est pas dans l'absolu le comment ça va en soi, mais c'est comment ça va sur ce projet, comment tu t'en sors, de quoi tu as besoin, quelles sont tes problématiques, comment tu vis les choses, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas juste le comment ça va, mais c'est d'être au courant de quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, de quoi vous pourriez avoir besoin pour que ça se passe mieux, qu'est-ce que vous attendez de moi pour que ça se passe mieux. Enfin, voilà, ce genre de questions qui vont permettre, si on le fait assez régulièrement, de prendre le pouls, de se rendre compte et de désamorcer plein de petites choses. Voilà, j'ai fini l'ensemble. J'étais un peu plus longue que je ne le pensais. Est-ce que je ne vous ai pas beaucoup laissé de temps pour vous exprimer? Il n'y en a pas qui ont pris la parole. Est-ce qu'il y en a qui… Donc, je vois qu'il y en a certains qui doivent partir et je le comprends. Hein, donc, n'hésitez pas à vous déconnecter, aucun problème, évidemment. Pour tous les autres, merci déjà d'avoir écouté ce temps de webinaire. Et puis, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Voilà, moi, je suis disponible encore un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'exprimer, de s'exprimer sur une question ou sur un ressenti de… Voilà. Oui, volontiers. Bonjour et merci en tout cas pour cette présentation qui donne vraiment des outils et des leviers pour pouvoir sortir des conflits, qu'on en soit ou qu'on soit en responsabilité par rapport à des personnes qui se trouvent en situation de conflit. J'avais une question tout à l'heure par rapport aux approches peu satisfaisantes pour la résolution des conflits. Vous citiez l'approche non violente. Et on retrouve en même temps dans les… Voilà, donc je voulais vous entendre un peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui, pour vous, fait en sorte, d'une certaine manière, dans ma compréhension, qu'on reste au statu quo et qu'on n'avance pas forcément dans la résolution du conflit? En fait, c'était dans les attitudes, hein, donc la notion de… Attendez, voilà, reprendre, hop. Voilà, là-dessus. Oui. Le mot n'est pas bien choisi parce qu'en fait, il faut pas… parce que ça peut être confondu avec la communication non violente, qui est le nom et
qu'on utilise pour sortir des conflits. Donc, le mot est… Mais c'était de dire, savoir que dans mon rapport au conflit, quand bien évidemment, c'est chouette de ne pas être dans l'approche non violente, mais dans la recherche du compromis, parfois, je peux ne pas être bien dans l'assertivité et je peux, au nom du compromis, en fait, fuir des choses, m'accommoder de certaines choses et au nom de la collaboration. Donc, si ma collaboration, elle est constructive, elle est bien travaillée, j'ai bien dit ce que j'avais à dire, c'est clair, et l'autre a pu le faire aussi, eh bien, c'est OK. Là, c'est tout bon, on est bien dans l'assertivité. C'est dans le sens où je peux, par moment, au nom de ça, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le conflit, d'accord, enfin, ouvert, ben, je vais être dans le compromis et le compromis, il peut ne pas être positif parce qu'il n'est pas bien, comment dire. En fait, ce n'est pas un compromis si sain que ça. D'accord, il donne cette impression-là, mais il ne l'est pas au fond. C'était dans ce sens-là, et c'est dans ce sens-là que ce n'est pas une attitude qui est… C'est déjà mieux hein, que d'autres, mais ce n'est pas une attitude qui est dans l'assertivité, pas à proprement dit. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, effectivement, vous l'aviez très justement dit, c'est la confusion chez moi en lisant ça, de me dire, est-ce qu'au travers de ça, c'est la communication non violente qui… Oui, c'est pour ça que… Mais voilà. il faut que je le mette autrement, parce qu'effectivement, ça ne va pas ça. Merci. Il va y avoir confusion. Je vous en prie. J'aimerais bien rebondir là-dessus, parce que j'avais justement une question un petit peu sur le même sujet. Pour l'instant, on part uniquement, pour tous ces très bons conseils, on part uniquement du principe qu'a priori, tous les différents acteurs ou groupes d'acteurs cherchent la résolution du conflit. Mais il y a aussi des cas, et pour l'avoir vécu, j'ai eu du mal justement à trouver une issue, lorsque le conflit vient de la hiérarchie et ne propose aucune solution autre que l'écrasement. Je ne sais pas si je suis très claire. Comment est-ce qu'en tant qu'individu, on peut réagir sans être dans la fuite, puisque finalement, c'est la seule solution que j'ai fini par trouver, d'un point de vue vraiment… En fait, pour le mieux de… Je vois bien que ce n'est pas utile pour l'entreprise elle-même, puisque quand il y a beaucoup de changements de personnel autour d'une même personnalité qui est placée haut hiérarchiquement, ce n'est pas bon quand même pour le fonctionnement au travail. Mais même d'un point de vue purement personnel, comment faire pour se sortir de ce genre de situation sans trop de casse, si je peux dire ça comme ça. Oui, alors en fait, c'est juste que… comment dirais-je ? Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'au final, vous ne sortez pas du conflit. C'est ça. Vous trouvez une solution pour le vivre. C'est ça. Lorsque l'individu en face ne cherche pas du tout à résoudre son conflit, il est vraiment bloqué dans le j'ai raison et on fait comme j'ai dit où il n'y a pas de solution et vous serez remplaçable, puisque c'est malheureusement souvent comme ça dans le monde de l'entreprise. Ouais, on n'a pas d'autre choix en tant qu'individu de soit se plier, soit aller ailleurs. Mais au final, on ne règle jamais cette problématique et on vit avec finalement dans nos autres postes, dans nos prochaines expériences sociales. Voilà. Je sais pas. En fait, la difficulté, c'est que si on revient sur j'ai deux acteurs et j'ai une relation, moi, je n'ai de pouvoir que sur moi-même. D'accord ? Donc, et sur ce que j'injecte dans la relation. Donc, je peux injecter des choses dans la relation, je peux essayer des choses pour gérer le conflit et en sortir. Maintenant, si derrière, tout ce que je fais, l'autre le transforme ou le réceptionne, enfin bref, à des actions qui ne sont pas dans la construction de sortir du conflit, là-dessus, je ne peux pas l'obliger à le faire. Bien sûr. Donc après, ça va être plutôt de se dire comment moi je vis les choses. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire différemment dans la relation ? Ça, c'est quand même une bonne question. C'est qu'est-ce que je peux faire différemment ? Qu'est-ce que je peux gérer différemment dans la relation pour essayer d'en sortir ? Et après, ça peut être comment je décide de le vivre ? Parce qu'en soi, le vrai conflit reste là. Donc, finalement, on a quand même une possibilité d'action, même s'il n'y a pas d'interlocuteur avec qui échanger, mais on peut au moins pour soi-même se poser, avec tous les conseils que vous avez donnés, se poser les bonnes questions pour déterminer de nos actions futures et peut-être après de partir si effectivement c'est la dernière option. Mais vous pensez qu'il y a toujours possibilité quand même de trouver du positif ? En fait, c'est-à-dire que
je vais prendre l'exemple du fait que quand il pleut, on n'y peut rien, d'accord? Si ça me va mal, j'ai deux solutions qui vont être et ou. Hein. Soit ça me déprime qu'il pleuve, je le vois, enfin, on oublie en ce moment parce que globalement, ça fait plutôt plaisir à tout le monde, mais enfin, plus ou moins, on imagine que voilà, ça déprime qu'il pleuve, j'en peux plus qu'il pleuve, j'en ai marre. Soit j'agis sur ma manière de vivre les choses, parce que de toute façon, il pleut et je ne peux rien faire là-dessus. Le fait, il est là. Donc, si mon hiérarchique, le fait, c'est que, j'en sais rien, moi, mon salaire n'augmentera pas, on va prendre ça, qui est un fait très carré, voilà. Le salaire ne bougera pas. De toute façon, ça devient une contrainte, ça devient quelque chose avec lequel je dois faire. Donc, j'ai deux solutions. Soit j'agis sur ma manière de le vivre, de comment je le perçois, comment je le vis, pour essayer d'arrêter au maximum de dépenser de l'énergie, c'est ce qu'on va appeler la résilience, hein, d'être au maximum sur d'arrêter de dépenser de l'énergie négative là-dessus, en sachant que la résilience, comme d'accepter, ça ne veut pas dire j'accepte qu'il a raison. C'est j'apprends à vivre avec cette contrainte. Cette contrainte, elle ne me convient pas, elle ne me va pas, je ne suis pas en accord éventuellement avec elle. En revanche, j'accepte de vivre avec. Et la deuxième chose, c'est comment qu'est-ce que je fais avec cette contrainte? Est-ce que je pars? Donc, j'ai une part d'action. Est-ce que alors si je ramène à la pluie, ben, je vais essayer de comprendre ce que ça engendre chez moi, c'est le fait qu'il pleuve, et en quoi ça devient un problème. Et c'est un problème parce que ça me déprime, ok, c'est un problème parce que j'arrive les cheveux mouillés au bureau, peut-être qu'il faut que je prenne un parapluie, c'est un problème parce que je sais pas quoi. Donc, voilà, je vais essayer de trouver des solutions à ce que ça engendre comme problématique chez moi. Si je reprends le responsable, si c'est un problème parce que à chaque fois que je le vois, je suis tétanisée, ok, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Est-ce que je peux essayer de vivre les choses autrement? Enfin, c'est plus ou moins facile. Et puis sinon, est-ce que je peux faire en sorte de moins le voir? Est-ce que je peux passer par quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux, quand je vais le voir, me conditionner pour que ça se passe autrement? Enfin, voilà, en fait, je vais essayer de chercher des actions. Hein, donc, j'ai vraiment deux pôles. J'ai le pôle de comment je vis les choses, et ça, je peux agir un peu là-dessus. C'est plus ou moins facile, mais je peux agir un peu là-dessus. Hein, parce que c'est de ma responsabilité que de vivre les choses comme ça. Et je peux agir en action pour essayer de faire différemment dans la relation pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Mais peut-être que démissionner et de s'en aller c'est aussi une solution, c'est une action. Oui. Ce qu'il faut le faire, c'est en conscience. C'est de se dire, non, moi, aujourd'hui, c'est plus possible comme ça, et donc je décide de. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste d'autres questions? C'est bon, a priori. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté. Alors, attendez, je vais arrêter le partage déjà. Et puis, on va arrêter la vidéo. Je ne sais pas trop comment je fais. Est-ce que quelqu'un sait comment enregistrement? Je pense que voilà. Ok, j'appuie là, je pense. Donc, j'arrête la vidéo, l'enregistrement.